Paso a presentar a François Agès, nuestro siguiente invitado. Es uno de los editores más prestigiosos de Francia. Lleva muchos años al frente de Editions La Découverte, que a su vez es una editorial muy importante, que lleva 25 años editando ensayo, pensamiento moderno, y a su vez él como editor es miembro del Sindicato Nacional de la Edición y de la Asociación de la Defensa de la Librería, que es la librería de creación, que es uno de los eslabones que siempre están un poco en peligro por lo que estamos viendo en la nueva economía del libro, que es de lo que trata esta mesa. Muchas gracias. Gracias. Querida Milagros del Corral, señoras y señores, le quiero primero agradecer a la presidencia española de la Unión por la organización de ese seminario, que me parece muy importante, y segundo, disculparme porque voy a seguir en francés para ser más preciso, ¿no? Donc je vais vous donner quelques résultats, disons, de l'expérience, un point de vue du terrain, disons, des éditeurs qui avons participé à l'expérience conduite avec la Bibliothèque nationale de France à partir de 2006 autour du portail Gallica pour y intégrer donc des œuvres protégées, puisque, comme vous le savez, en réaction au programme de Google, le président de la BNF de l'époque, la Bibliothèque nationale de France, Jean-Noël Jeannet, avait décidé de pousser les feux pour augmenter l'offre d'œuvres patrimoniales sur le portail Gallica, et à cette occasion d'y intégrer des œuvres protégées, ce qui nous a conduit donc à travailler pendant un an, BNF, Syndicat national de l'édition, pour essayer d'imaginer un modèle par lequel les internautes auraient accès aussi bien aux œuvres du domaine public, donc gratuites, qu'à des œuvres qui ne sont pas dans le domaine public, donc payantes. Et c'est le système que nous avons mis au point, avec la possibilité donc d'accéder à ces livres dans les moteurs de recherche de Gallica, mais pour pouvoir les acheter, d'être envoyés à des e-distributeurs, des distributeurs online, qui ont été donc pour certains qui existaient déjà, d'autres qui ont été créés à cette occasion. Donc les résultats de cette expérience ont été à mes yeux assez exceptionnels, parce que ça a permis en fait, certes de numériser des livres d'abord, pas tant que ça finalement, puisqu'au bout d'un an, après le lancement de l'expérience, donc en mars 2009, nous en avions 6100 titres protégés qui étaient accessibles sur Gallica. Aujourd'hui, il y en a quelques 23 000, à comparer à plusieurs centaines de milliers du domaine public. Des livres donc, qui, pour l'instant, n'ont pas donné lieu à beaucoup de ventes, mais encore une fois, ça n'est pas très surprenant, parce que d'une part, le marché est encore balbutiant en France comme dans beaucoup d'autres pays. D'autre part, cette numérisation était une numérisation en mode PDF web, pas en mode e-pub dont on vient de parler tout à l'heure, donc qui n'est pas certainement le plus attrayant. Et puis il y avait d'autres obstacles qui rendaient les choses difficiles. En vérité, ce que nous recherchions par cette expérience, c'était moins que de développer un nouveau business, que de préparer les esprits, et en particulier ceux de l'édition et de la librairie, justement au modèle, à ce que devraient être les modèles de la production, de la commercialisation de livres numériques demain. Et donc ça a été extrêmement fructueux, parce qu'auparavant, nous étions une poignée d'éditeurs à nous intéresser à ces questions, disons en tout cas dans le domaine de la littérature générale, bien entendu, parce que dans d'autres secteurs, il y a longtemps que le numérique était déjà passé, mais dans le domaine du roman, dans le domaine des essais, ce n'était pas le cas. Et donc ça a permis à des centaines d'éditeurs de se familiariser avec ces nouvelles techniques et avec ces nouveaux défis, et nous en sommes sortis avec, je dirais, 3 convictions assez largement partagées. La première étant que, en tout cas pour la phase initiale de ce que nous avions à mettre en place de cette nouvelle chaîne du livre numérique, tous les acteurs classiques de la chaîne du livre papier auraient leur place, c'est-à-dire les éditeurs, les auteurs, mais aussi les libraires et bien sûr les bibliothécaires, et que donc tous devaient se mobiliser dans ce but. La deuxième conviction, c'était que les éditeurs doivent maîtriser absolument le prix du livre numérique. Nous avions sous les yeux ce qui se passait aux États-Unis avec Amazon, qui fixait le prix à 9,99 $, enfin vous connaissez cette affaire-là, aux grandes dames des éditeurs qui du coup allaient se voir bientôt dépossédés de tout l'aval et finalement de donner le contrôle de la production et demain de la création à un distributeur de la taille d'Amazon. Donc nous disons, il faut que les prix soient fixés par les éditeurs. Et la troisième chose que nous avons aussi, sur laquelle nous sommes mis d'accord à peu près tous, c'est nous devons conserver la maîtrise de nos fichiers de e-book. Ça aussi, c'est central. Là aussi, le contre-exemple d'Amazon était là pour nous le montrer. Les fichiers étaient transférés aux États-Unis à Amazon avec des logiciels de protection propriétaires. Et c'est le modèle dont nous ne voulons pas, parce que nous pensons qu'il est contraire à la diversité de la création permise par la diversité de l'offre, n'est-ce pas ? Et puis, il y a 2 autres points de vue qui, eux, ont fait l'objet et font toujours l'objet chez nous de débats plus
de débat, disons, où il y a moins de consensus. Le premier, c'est que que les prix des e-books soient effectivement sensiblement inférieurs au prix du livre papier. C'est ma conviction. Moi, ceux que je publie et je mets en ligne aujourd'hui sont en moyenne à 25 ou 30% en dessous du prix public TTC. D'autres éditeurs ne le pensent pas, ils sont plutôt à moins 10%. Enfin, c'est toujours en débat en France. Et le deuxième point qui reste en débat en France, c'est celui des protections, des DRM, Digital Rights Management, où pour la majorité de mes confrères encore aujourd'hui, il faut que les ouvrages soient cryptés pour éviter le piratage. Moi, je pense le contraire. Je pense que c'est en combinant une offre importante, à prix accessible et sans cryptage, que nous éviterons le piratage qui aujourd'hui en France en fait reste très limité en matière de livres, il concerne surtout la bande dessinée, et finalement les nouvelles techniques font que c'est pas encore à l'ordre du jour, même si ça le deviendra bientôt. Donc par exemple les e-books que je propose à la vente sont des e-books qui sont avec des DRM de ce qu'on appelle sociaux, watermarking, filigranage, et non pas des logiciels de cryptage, et non pas des DRM de cryptage qui empêchent la libre reproduction. Alors, du coup, la conclusion de ça, c'était la première phase. Aujourd'hui, maintenant, nous avons des grands chantiers sur lesquels nous travaillons. Quels sont-ils ces chantiers rapidement? Il y en a 3. D'abord, il faut développer l'offre des livres numériques des éditeurs, parce qu'aujourd'hui, notre offre, elle est assez limitée. Je parlais de 23 000 livres sur Gallica, il y en a peut-être 10 ou 15 000 autres disponibles sur chez d'autres distributeurs, mais en fait, c'est pas beaucoup par rapport aux 650 000 titres disponibles qui existent en France. Donc, nous allons poursuivre et développer le travail de fond, de numérisation du fonds, de rétroconversion, sans doute avec la BNF et avec le soutien du grand emprunt qui a été lancé par le gouvernement juste là récemment, pour lequel il y aura 40 millions d'euros qui seront destinés à la rétroconversion des fonds. Donc Bruno Racine certainement aura l'occasion d'en parler plus avant. Nous continuons par ailleurs évidemment à développer surtout la production de nouveautés numériques. Et donc maintenant, et ça c'est ce qui a l'air le plus facile, parce que faire des e-pubs à partir de XML, effectivement, comme ça a été indiqué précédemment, c'est facile, mais en vérité, ça ne l'est pas tant que ça, parce qu'il faut modifier toutes les chaînes de production. Et c'est ce que beaucoup d'éditeurs ont fait, évidemment surtout dans les grands groupes, de modifier nos chaînes de production pour produire du e-pub en même temps que du livre papier, mais ça commence à peine maintenant, parce qu'il y a aussi les problèmes de qualité dont on ne parle pas assez, je n'ai pas le temps de m'étendre, mais sachez que beaucoup de e-pubs et de e-books qui sont vendus aujourd'hui sont de qualité tout à fait médiocre et insuffisante, et nous disons qu'aujourd'hui, il faut faire des e-pubs de grande qualité, ce qui implique des contrôles, ce qui implique toute une procédure, enfin bref, une autre chaîne éditoriale qu'il faut construire. Ensuite, le deuxième élément à construire sont des nouveaux maillons techniques et commerciaux de la chaîne. Donc je ne rentre pas dans les détails, mais ça veut dire que les grands distributeurs ont construit leur propre plateforme numérique de distribution. Il y en a 3 principales en France aujourd'hui. Que les libraires en ligne à développer une offre numérique, qu'un portail de la librairie indépendante va se créer, qui est un projet extrêmement important avant la fin 2010, et que donc nous l'avons aidé, nous, l'ADELC dont vous parliez, l'Association pour la défense des libraires de création, pour qu'ils puissent aussi offrir des livres électroniques. Enfin, nous avons beaucoup d'autres chantiers qui sont les mêmes que ceux d'ici, bien entendu, garantir la juste rémunération de tous les acteurs, depuis les auteurs jusqu'aux libraires. Tout ça n'est pas facile, est en train de se mettre en place. Et puis, le troisième grand volet, évidemment, qui est pour peut-être le plus fondamental, c'est de faire évoluer la réglementation, les cadres juridiques et réglementaires pour que l'offre numérique puisse se développer dans le plus grand respect de la création. Donc plusieurs points ont été évoqués ce matin, mais il y en a plusieurs que je veux évoquer très rapidement pour conclure, et qui sont ceux qui nous tiennent le plus à cœur. C'est d'abord évidemment essayer d'obtenir de notre gouvernement, et dans le cadre si possible d'une concertation européenne, une loi sur le prix unique du livre numérique et de ses offres commerciales associées. Nous savons bien qu'il n'y aura pas un prix du livre numérique unique par téléchargement. Pour un livre numérique pourra faire l'objet de beaucoup d'offres par location, par téléchargement provisoire, etc. Ce que nous voulons, c'est que les prix associés à toutes ces offres-là soient les mêmes pour tous les revendeurs, parce que c'est la multiplicité des revendeurs, comme dans l'univers du papier, qui garantit la diversité de l'offre, et donc l'ampleur de la demande, et donc la vivacité de la création. Ensuite, nous voulons absolument, et nous militons pour une TVA à taux réduit sur le livre numérique.
Donc Antoine Gallimard a lancé une grande pétition là-dessus, ouverte à tous les professionnels européens, qui est en cours de signature. Et évidemment, le dossier, nous le suivons de très près à Bruxelles avec la Fédération européenne des éditeurs. Nous avons vu que l'Espagne, de ce point de vue-là, est pionnière, et nous espérons que ce dossier va avancer, parce qu'évidemment, la différence de taux de TVA entre le papier et le numérique est un handicap très fort pour le développement du livre numérique. Et puis enfin, et j'en conclus là-dessus parce que ça sera surtout l'objet des 2 journées, enfin la journée qui vient, le gros chantier aussi qui s'ouvre devant nous, c'est celui de la mise à disposition des fonds, de nos fonds. J'en ai parlé tout à l'heure, des fonds disponibles, quelques 600 000 ouvrages, et puis des fonds qui ne sont pas disponibles, qui sont les épuisés et les orphelins, quelques 700 000 en France, donc 1,3 million, 1,4 million de livres à numériser, et effectivement, si possible, à terme à numériser en mode e-pub, qui est beaucoup plus onéreux et complexe que le mode PDF web. Donc ça, c'est un chantier tout à fait considérable, que heureusement, l'État français a décidé de mettre le paquet, puisque 40 millions d'euros donc, sur le grand emprunt seront consacrés spécifiquement à cette tâche-là. Mais évidemment, il faut aussi que le cadre juridique évolue, il faut que les sociétés de gestion collective obligatoire de ces fonds puissent être créées. Donc c'est pour ça que là, nous suivons aussi de près ce que fait la direction de la DG du marché intérieur de la Commission, et qui nous semble aller sur des perspectives tout à fait intéressantes, encore une fois, qui seront discutées demain. Voilà, donc j'en ai fini. Simplement pour conclure, ce que je veux retenir, moi, de notre expérience, qui est toujours en cours, et qui ne s'arrêtera pas avant un bon moment, je pense que le chantier est ouvert partout et en permanence, c'est que ce qui a changé très profondément avec l'irruption du numérique dans l'univers du livre en France, et je crois ailleurs, c'est que les métiers qui auparavant collaboraient relativement peu entre eux de la chaîne du livre, aujourd'hui sont obligés de collaborer complètement. C'est-à-dire qu'entre auteurs, libraires, éditeurs, bibliothécaires, aujourd'hui, nos chantiers sont communs. Le plus important, j'ai oublié de le mentionner, peut-être est celui des métadonnées, celui justement d'arriver à se mettre d'accord sur des formats de métadonnées, qui est peut-être, de tout ce que j'ai dit, finalement la chose la plus essentielle. Aujourd'hui, les livres que nous créons et que nous éditons et que nous vendons, il faut qu'ils soient associés à des descriptions extrêmement complètes pour les bibliothécaires comme pour les libraires, pour les faire connaître, les vendre demain. Donc, le passage à la norme Onyx, qui est un énorme chantier, est aussi tout à fait central et ne peut se faire, encore une fois, qu'en collaboration entre toutes nos professions. Merci.